En réfléchissant sur la traduction possible de la phénoménologie française en russe et surtout de la traduction possible de Lévinas et sur l'épreuve d'une telle traduction, je me sens toujours inquiète quand il s'agit d'un auteur si difficile comme il est Lévinas. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette inquiétude et bien cette angoisse. Et peut-être, oui, bon, je ne sais pas, de l'intenser. Donc, d'où vient-elle? Bon, pour qu'il y ait la traduction fidèle ou infidèle, bien que je ne crois pas qu'il existe de traduction fidèle, mais bon, bien que la traduction infidèle mais bonne a eu lieu, il faut que cette traduction soit non seulement une traduction interlinguistique, mais aussi la traduction interculturelle. Donc chaque fois, c'est exactement ce que vous avez dit, oui, bon, c'est chaque fois que nous traduisons quelque chose, nous traduisons d'une culture à l'autre culture. Donc, il faut regarder de plus près la culture russe, la culture qui va recevoir Lévinas, et aussi la tradition philosophique russe dans laquelle nous voudrions implanter la pensée lévinassienne. Bon, cette culture était très proche à Lévinas, c'était la sienne, hein, et ça, exactement ça, constitue la difficulté. À mon avis, c'est exactement le lien génétique et solide entre la philosophie lévinassienne et belles-lettres et la culture russe qui fait sa pensée si difficile à digérer pour le philosophe russophone. Pour expliquer cela, permettez-moi une petite excursion dans l'histoire de la philosophie russe, tout petit. Cette histoire peut être décrite comme une chaîne de ruptures. Ces ruptures, provoquées par la turbulence politique, l'ont empêché de se constituer en sciences universitaires bien établies, c'est tout nouveau, rigoureuses et respectées par la société. Respectées, c'est pas encore arrêté. Comme c'était le cas dans la philosophie occidentale contemporaine. La philosophie russe en général s'est plutôt développée comme un amour de la sagesse, un amour privé, parfois dangereux et donc clandestin, ou secrète, un amour d'amateur, presque de dilettante, un amour souvent passionné, jaloux, refusant de se plier aux règles qui régissent la vie de non-européens. La rencontre de la Russie avec la pensée philosophique occidentale, pas la pensée philosophique byzantine, mais la pensée philosophique occidentale, s'est fait à cette heure, au début du XIXe siècle, dans le cercle informel des Lubomudre, l'amateur de la sagesse, un groupe de jeunes gens qui se sont désignés eux-mêmes par ce nom. Ce cercle a donné naissance aux slavophiles qui ont embrassé la philosophie hégélienne et schellingienne en la mariant avec l'intuition mystique de l'Église orthodoxe, ainsi qu'un mouvement philosophique des Zapadniki, hegelien lui aussi, mais influencé par des idéaux subversifs de liberté politique et justice sociale empruntés de la pensée française. Le gouvernement russe a perçu l'existence d'un lien étroit entre ces deux groupes de façon plus aiguë que la plupart de ses contemporains à l'époque. En témoigne l'interdiction, en 1848, de tout enseignement philosophique, non seulement des Zapadniki, mais de Lubomudre et aussi, dans toutes les universités russes. Cette interdiction a été levée assez vite, dans quelques années, mais la pensée russe a bien retenu les leçons. Pour survivre en tant que pensée libre, et donc en tant que pensée, comme telle, il fallait feindre de ne pas être en vraie philosophie. Il faudrait porter la masque de la littérature, des belles lettres, de la critique littéraire, de la pensée religieuse ou esthétique. La réflexion éthique, en général, est devenue en Russie l'affaire de la littérature, des belles lettres, plutôt que de la philosophie. La philosophie qui est souvent maintenant identifiée à l'ontologie ou à l'épistémologie, la philosophie purement scientifique. Donc, dès que Lévinas apparaît à l'espace intellectuel russe, il est immédiatement reconnu comme appartenant à la traduction littéraire. Lui est un écrivain, c'est pas un philosophe. Le philosophe, qu'est-ce qu'il est? C'est Kant, un philosophe. Oui, bon, la critique de la raison pure, ça c'est la philosophie. Mais Lévinas, c'est évident, c'est un littéraire, bon, c'est un écrivain, et peut-être un poète. Il appartient à la traduction russe de la littérature russe humaniste. Et donc, exactement sa proximité à la culture russe crée un danger que sa singularité philosophique reste de passer inaperçue.
Et donc, je voudrais vous donner un exemple de ce voisinage intellectuel entre Lévinas et la culture russe. Et je vous propose de lire L'enfance de l'inverse, une nouvelle de jeunesse de Boris Pasternak, et de comparer son pathos éthique avec celle de Lévinas. Donc, Pasternak, je suis sûre que tout le monde connaît, qui est le prix Nobel, mais c'était commencé à l'époque des révolutions. Ses premiers travaux se datent même avant la révolution. Et cette petite nouvelle que je vous recommande sans ce lien avec Lévinas, qui est absolument superbe, était écrite en pleine révolution. Elle était de l'année 17, l'année de la révolution russe. Donc, il vous dire que bien que Lévinas était très attaché à la littérature russe, il a toujours gardé ses réserves contre l'auteur du Dr Zhivago. Et Lévinas est là même nécessaire de prémunir ses collègues par des colloques intellectuels juifs de langue française contre les dangers de pasternakisation. Moi, je pense que c'était la question d'assimilation. Mais est-ce qu'il y a le vrai abîme entre Lévinas et Pasternak? Pasternak, qui lui était un élève de Hermann Cohen. Pour les périodes assez courtes, mais moi je pense que c'est assez important pour lui. Bon, chez Pasternak, nous retrouvons le thème lévinassien le plus préféré, le plus cher pour lui. Donc la naissance de la subjectivité, de la responsabilité anarchique, obsessionnelle et non libidinale, la responsabilité des premières minutes. Donc le texte Pasternak, et malheureusement, je n'ai pas vous partager le texte, mais comme ça. La novelle consiste en deux parties, mais aujourd'hui nous ne lisons que la seconde. Et cette deuxième partie s'appelle Posteroni, l'étranger. Donc l'héroïne lyrique, parce que c'est la prose des poètes, la prose lyrique de cette nouvelle, elle s'appelle Zhenya Lubers, est une fille adolescente qui vit sa vie quotidienne et normale. Donc elle fait ses études avec son maître privé, qui s'appelle Msidikir. Elle tombe amoureuse à une de ses copines, elle est perturbée par les grossesses de sa mère, la vie normale et les gens vont bien à sa maison, il n'y a rien de spécial. Donc un jour, elle lit dans son jardin Le démon, c'est un poème de Lermontov. Et donc elle perçoit quelque chose de nouveau et d'imprévisible, inattendu. Un autre jardin, trois filles là-bas, et apparemment il y a un mec qui est apparemment leur enseignant privé. Un homme boiteux, je cite, qui est avancé d'un pas bizarre d'un film. Et une autre fois, elle voit cet homme avec M. Dikir, qu'elle connaît bien, mais elle ne peut pas se souvenir d'où. Elle pense que moi je connais ce perso, et bon. Mais quand? Peut-être c'était il y a longtemps, quand j'étais petite. Mais après, son frère, lui explique « Ah, c'est lui qui est un ami d'un autre ami, son nom est Svetkov, blablabla, il y a une certaine histoire, mais elle ne pense trop. » L'autre jour, ça c'est le jour qui est très important, quelque chose se passe. Ses parents décident d'aller au théâtre. Ils partent, mais après, quelque chose de terrible se passe. Et les parents reviennent à la maison. Et bon, pour les lecteurs, pas pour Zhenya, mais pour les lecteurs, il est clair que Madame Levers a une abortion involontaire, une fausse couche. Et donc, Zhenya doit déménager pour l'instant, et elle a envoyé des livres 3 semaines ailleurs, chez sa copine. C'est celle à qui elle est amoureuse, mais l'amour disparaît, Et là-bas, c'est une autre partie de la ville, Zhenya voit ce monsieur Tsetkov une fois de plus, sous la lumière de la lampe à la maison ou d'autre côté de la rue. Bien qu'il pense que c'est un peu bizarre, qu'est-ce qu'il fait dans cette autre partie de la ville, mais il ne réfléchit pas trop de cela, parce qu'il ne l'intéressait guère, écrit Pasternak, en reproduisant sa parole interne. Mais lorsqu'il revient chez soi, Zhenya apprend toute l'histoire. Donc, quand ses parents sont allés au théâtre, les chevaux se sont emballés, ils ont tué quelqu'un. Les chevaux de ses parents. C'est pourquoi sa mère a perdu son enfant. En écoutant cette histoire, il pense, moi je cite, « Quel bonheur
de ce qu'il avait surpris chez Defendorf, chez sa copine, à l'aube, data seulement de la vieille, et ce horrible accident du théâtre de près de 3 semaines. Quel bonheur qu'il l'eût reconnu! Et il avait la vague impression que s'il ne l'avait pas vu depuis, maintenant, après le récit du docteur, il croirait dur comme fer que l'homme écrasé au théâtre était le boiteux. Donc, quand elle entend cette histoire, elle pense que c'était lui qui était tué. Mais après, son maître vient et lui raconte l'histoire que son ami est mort. Et donc, quand elle mentionne un accident, elle mentionne le mot théâtre. Et je cite encore, quand elle a eu expliqué, avec des pauses pendant lesquelles on entendait les bruits striés de la calandre, quel brave garçon c'était, et d'une si bonne famille, dit qui alluma une cigarette, et alors je n'ai compris, saisi d'horreur, que la seule bouffée séparée d'Ekir de la répétition du récit fait par le docteur. Quand il fit une première tentative, prononça quelques mots, parmi lesquels il y avait théâtre, Génia poussa un cri sauvage et quitta la pièce en courant. Et après ce cri sauvage, Dekir croit qu'elle a perdu les sentiments, ça c'est la traduction de russe, qu'elle a passé dans les conditions sans conscience, qu'elle est sans vie quelque part. Et il crie, il la cherche, mais elle répond, et ça c'est la traduction française. Dit, je suis là, mais en réalité, elle répond, me voici. Il dit, bon, attendez-moi dans la salle d'études, je viens tout de suite, me voici. Et donc, ce maître, il croit, son interprétation de la réaction de Génia est bien simple. Elle est devenue une femme parce qu'elle était amoureuse de son ami. Je cite. Assurément, le disparu avait dû impressionner cette petite femme d'une manière particulièrement profonde et ineffaçable. Les impressions de cette nature portaient un nom. Mais finalement, à la fin des nouvelles, nous entendons les voix de Pasternak lui-même. Il s'est trompé. Moi, je cite. Je cite, et c'est une citation bien longue. Il s'est trompé. L'impression qu'il soupçonnait n'avait rien à voir dans l'histoire. Donc, ce n'était pas l'impression érotique. Il ne s'était pas trompé. L'impression qui se dissimulait derrière tout cela était ineffaçable. Elle se distinguait par une profondeur plus grande qu'il ne le croyait. Elle échappait à la connaissance des génies en raison de son importance vitale. Et ce qui faisait cette importance était pour que la première fois, autrui était entré dans sa vie, entière, donc l'identité était parfaitement indifférente, qui ne suscitait la haine ni n'inspirait l'amour, mais qui était celui-là même qui désigne les commandements quand il s'adresse à des noms et à des consciences pour leur dire « Toi, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. » Toi, être vivant en particulier, dit-il, ne fais pas à cet être vague et général ce que tu ne souhaites pas pour toi-même être vivant et particulier. L'erreur la plus grossière de Dekir était de croire que les impressions de ces natures portent un nom, et ils n'en ont pas. Et si Génia pleurait, c'est parce qu'elle croyait que tout cela était sa faute. C'était elle qui l'avait introduit dans la vie de sa famille un jour, où elle l'avait remarqué dans le jardin des voisins. Remarqué sans besoin, sans nécessité, sans aucun sens. Et depuis, elle s'était mise à le rencontrer chaque fois constamment, directement ou indirectement, et même comme la dernière fois, contre toute ressemblance, contre toute possibilité, écrit dans le texte. Quand il vit le livre que Dekir prenait sur le royaume, elle rebrunit et déclara « Non,
Celui-là, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Remettez-le à sa place. Excusez-moi, je voulais dire s'il vous plaît. Et sans discussion, la même main repoussa leur manteau dans des rangées penchées des classiques. Donc, oui, ça nous rassemble Lévinas. Oui, beaucoup. Donc, Génia est un vrai obsédé, en vérité, il est obsédé par l'étranger, par ce premier venu, par le druide. Et donc, pour ça, il dit que voilà, il avait mis à le rencontrer à chaque fois, constamment, directement ou indirectement, et comme la dernière fois, contre toute vraisemblance, par la possibilité. Et quand nous lisons ça, nous pressentons que cette possession et cette folie, et vraiment nous pressentons cette possession et cette folie, comme Pasternak mentionne le poème de Lermontour, Dimon, parce que là-bas, c'est un démon qui obsède et persécute Tamar. Ici, oui, bon, c'est cette première venue, elle obsède Génia dans sa innocence et son alibi, parce qu'elle est complètement innocente. Mais aussi, Dikir se trompe. Son obsession n'est pas d'autre érotique. Elle est obsédée par l'altérité de l'autrui. Sa relation à l'étranger, à l'étrui, à cette coupe, n'est pas intentionnelle, parce qu'elle échappait à la conscience de Génia en raison de son importance vitale. C'est ça. Parce que cette relation avait sa source non dans la conscience, non dans sa liberté, mais elle est venue d'ailleurs. Génia ne rend compte de cette relation qu'à partir de la mortalité du premier venu. Celui qui est mortel, bon, celui qui est mort, c'est l'autrui, et pas vice-versa. Donc c'est possible pour Génia d'envisager qui est mort dans le récit de Dikir. Cette prise de conscience de sa responsabilité signifie la naissance des sujets éthiques. Génia se sent coupable, et elle est en quelque sens coupable justement parce qu'il croit que c'est elle qui a établi un lien entre lui et lui-même. C'est elle qui l'avait introduit dans la vie de famille un jour. C'est ça. Ces liens, précisément, sa proximité de l'autrui. Mais non en tant qu'un homme en général, un ami d'un ami, mais en tant que boiteux, bizarre, handicapé, infirmé, donc souffrant, concret, unique. Bien que l'érotique appartient, selon Pasternak dans cette nouvelle, c'est une traité que je laisse à côté, l'érotique appartient à la nature humaine. En général, l'érotique est essentiellement anonyme, mais la relation à Génia à l'étranger, donc à l'unique, n'a rien de libidinal. Donc il y a deux maîtres pour Génia Levers, M. Dikir et M. Tsetkov. Ce dernier lui a donné une leçon en responsabilité. Bien qu'il n'a pas eu la place dans sa passé, en tant que passé mémorial récupérable, quand même il donne la leçon de responsabilité qui est anarchique, sans commencement. Et la source de cette responsabilité est l'affection par l'autrui. Donc tout ça rassemble fort à Lévinas, à mon avis. Mais est-ce que c'est vraiment une responsabilité lévinassienne? Moi, je ne le pense pas. Et là-bas, ici, il y a une phrase très, très importante. Oui. Il ne s'était pas trompé. Ah non. Ah oui, c'est Schmitter. Ah oui, c'est ça. L'erreur la plus grossière des Dikir était de croire que les impressions de cette nature portent un nom. Et non pas.
Donc c'est l'impression sans nom que Pasternak décrit avec toute sa force artistique énorme, se joue dans les dimensions purement affectives, dans les dimensions des sentiments, et ça c'est tout. Et je me permettrai de citer l'article célèbre de Roman Jakobson, dans lequel Jakobson dit « Pasternak fonde sa poétique sur l'expérience affective de la réalité. Son héros, qui est émerveillé et perturbé, est obsédé par un stimule venant de l'extérieur. » C'est un article consacré exactement à la prose de la jeunesse de Pasternak. Donc, qu'est-ce qui se passe? Génia sent que la première venue la regarde, à la façon lévinassienne, mais il le sanctionne simplement. Il se sent responsable et même coupable. Mais il ne sait pas nommer ce sentiment. Et l'auteur, donc Pasternak, réfute la possibilité même de le faire, de le nommer. Ce sentiment innommable nous rappelle sa première prise de la conscience. Et ça, c'est, excusez-moi, pour ceux qui ont lu, bon, la vision de Mottaville. Et encore plus quand il est... Est-ce que c'est nouveau ou... Donc, le nom, l'acte de nomination, détruit l'événement psychique de l'inouï et de l'imprévisible, le dérobant de sa signifiance interne pour le sujet. Génia est capable de dire « mais voici ». Elle garde la trace de l'autre sur le monde qui est autour d'elle, c'est pour ça qu'elle refuse de lire Lermontov, qu'il a lu au moment qu'il lui rencontre la première fois, mais elle n'est pas capable de le comprendre. Et ce qui est encore plus important, elle n'est pas capable de l'exprimer, ce sentiment. Et ça, par des raisons essentielles. C'est pas parce qu'elle est une petite fille, c'est parce qu'ils sont inexprimables. Seulement la poésie est capable d'exprimer l'inexprimable, ineffable, mais le langage poétique n'est pas accessible à tout le monde. Mais Lévinas, lui est un philosophe. Lui, il parle le langage philosophique. Il thématise et nomme la réalité philosophique. Quand même, lui, il est dans les niveaux de langage non poétique, langage langage ordinaire, langage du lit. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit des choses. Il écrit des choses qui sont, un peu comme un Aristote. Mais Aristote, il a décrit seulement les choses qui sont par-delà des lettres. Pour Lévinas, c'est les choses qui sont au-delà des lettres aussi. Mais ça, quand même, il décrit des choses dans le normal ordinaire. La responsabilité, pour Lévinas, appartient à l'ordre du sens, à l'ordre de la pensée. Bien que cette pensée plus qu'elle ne pense. Bien, en tout cas, c'est une pensée, donc elle dépasse l'émotion pure. Je me souviens bien que, bon, c'était une discussion avec Marianne Lescouré, et elle a dit est-ce que la philosophie lévinassienne peut être réduite à la sentimentalité russe? Moi, je pense que non. Mais aussi, pour la lecture russe, cette différence entre le sentiment et la pensée dans le domaine de la pathocétique serait très difficile à saisir. Merci beaucoup. Je passe la parole directement à M. Stropov. C'est pas une question ou des questions que je voudrais vous poser, c'est plutôt une réplique plus ou moins allongée très intéressant rapport que je vous accompagne. Ce que je voudrais commencer par un fait personnel. Je viens de lire une nouvelle d'un écrivain plus moderne, Lumir Ulysse, qui a pour titre La Tente Verte, quelque chose comme ça. La Tente Verte. Un des personnages principaux de cette nouvelle, personnage qui habite aux années 50, c'est-à-dire à l'époque post-stalinienne,
Il est un maître d'école, il professe l'histoire de la littérature, la langue russe, mais à part, il était en train d'écrire un traité, quelque chose comme traité, qu'il nommait l'histoire de l'enfance russe. Et son avis, comme un maître d'histoire de la littérature russe, que cette littérature avait une inclination très nette vers le masculin, c'est-à-dire toutes les histoires, toutes les descriptions de l'enfance qui existaient au sein de la littérature russe au XIXe siècle, par exemple au début du XXe siècle, il appartenait aux hommes, il était Aux garçons. Aux consacrés, aux garçons, oui, aux hommes, si tu veux. Et la seule exception, à son avis, c'était cette nouvelle de Pasternak, L'enfance de Levers. Je ne crois pas que c'est tout à fait vrai, mais quand même, cette inclination, c'est un fait très évident à mon avis. Et c'est en particulier pourquoi je m'intéresse à ce projet, parce que le problème de la traduction, c'est en fait le problème du choix. Mon choix, qui ressemble à mon arrivée à cette nouvelle, est différent de celle de l'autre. Parce que je me rappelle tout d'abord à le commencement de cette nouvelle, c'est-à-dire la description de la première de ce qui cette jeune fille, tout à fait jeune, ce qu'il voyait à l'autre rive d'un grand fleuve. C'était ce qu'on, je voudrais dire, c'était ce qu'on appelle l'horizon. Et cet horizon, l'impression de l'envisagement de cet horizon était inquiétant, même dangereux, mais vague, bien sûr, et en quelque sorte, toute l'enfance, toute l'histoire de cette jeune fille, c'est une histoire d'éclaircissement de ce qui était si vague en tant que l'horizon. Et en quelque sorte, l'état adulte signifie, de ce point de vue, la transformation de l'horizon en somme d'objets, de faits, de ce qui est compréhensible en général. Mais la chose plus intéressante, à mon avis, dans cette nouvelle, qui lie nous tous au thème principal de ce colloque, de cet atelier plutôt, c'est le problème de la traduction, c'est qu'il s'agit, à mon avis, dans cette nouvelle du problème, c'est thématiser le problème de l'intraduisibilité, s'il existe ce terme en français. Je ne sais pas, mais je crois quand même que vous comprenez ce que... Oui, ça existe. Le mot intraduisible existe aussi. Donc, le verbe, l'adjectif, oui, ça existe, mais quand le nom, je ne sais pas. Donc, la traduction, c'est quelque chose qui s'effectue déjà et s'effectue tout le temps. Nous sommes plongés dans la traduction. En tant que genre de culture, nous participons à la solution des problèmes de traducteurs. Nous adoptons, interprétons, transformons notre train de vie. Le processus de traduction est toujours là, et il est multiple.
C'est à peu près comme avec le temps de Saint-Augustin. On comprend ce que c'est le temps si on ne demande pas ce que c'est. La traduction est réussie si on ne demande pas s'il est possible qu'elle va réussir. Si même on reste au niveau purement linguistique, la traduction n'est pas seulement un instrument de pénétrer des limites extérieures, mais aussi bien une activité qui explore et qui a créé ces mêmes limites dans le cadre de quelque uniformité. Ce phénomène est connu sous le nom de la traduction interne, qui se passe au sein de la langue maternelle. Voilà pourquoi je ne crois pas que la traduction, c'est toujours la traduction d'une culture à une autre. Ou bien sûr, ça c'est une... Mais il s'agit d'une topos à l'autre topos. Un des aspects oui, de la traduction, mais c'est peut-être... ce n'est pas moins compliqué, c'est la traduction au sein de la même langue. Le meilleur exemple de cette activité, c'est la poésie, parce qu'elle s'approche à l'indicible, et ça, c'est l'autre côté de ce qui s'énonce et ce qui se dit. Mais il y a d'autres formes de traduction. Nous habitons entourés par des images de toutes sortes. Elles s'organisent en une langue. La sémiotique dit qu'il y a quelque chose en image qui dépasse n'importe quelle définition, à travers les signes. L'intraduisibilité aux images de l'enfant et de l'enfance fixe le degré de l'exhaustivité du jeu, de la spontanéité, de l'ouverture, de la stupidité du langage. Je me rappelle Roland Barthes, je crois que le sens de ce terme, malheureusement j'ai lu Barthes traduit en russe, et en russe c'était exprimé comme un toupiste. Mais voilà pourquoi je fais une traduction en sens inverse. Et je crois que chez Barthes, la stupidité du langage, quelque chose comme ça, c'est très proche à l'ouverture du langage. Et cette stupidité provoque le surgissement du désir. Mais pour que la traduction soit réussie, il faut avoir le désir de traduire, basé sur la foi, sur l'unité suprême de la langue et du sens. Mais le désir de l'autre forme l'impossibilité de la soumission de différents sous quelque notion commune, définitive. Comme ça, s'effectue le passage de l'enfant à l'adulte. Ça, c'est le défi pour la communication. Sur le premier plan s'avance l'éthique de la traduction, l'éthique pratique qui va en contradiction avec l'éthique prescriptive ou l'éthique des impératifs et des normes. Paul Ricoeur parlait de l'hospitalité linguistique comme le modèle initial de toutes autres formes d'hospitalité. L'intraduisibilité, ce n'est pas seulement ce qui résiste à être traduit, ce n'est pas seulement le résidu sec. Maurice Blanchot a indiqué que l'originel s'adresse au futur, car il ne cesse pas de mentionner l'existence de l'autre et de l'autrui, mentionner de l'autre au sein de soi-même. L'intraduisible, c'est ce qui se traduit, l'altérité qui s'annonce chaque fois quand on tente à la dépasser. Cette altérité explique le mouvement qui est la traduction elle-même. Donc, par la transformation créatrice, l'événement, la rencontre, imprévisible, peut-être. Les formalistes russes des années 20, du siècle passé, le plus éminent parmi eux, en tout cas celui qui est le mieux connu ici, par exemple, c'est Raman Nicholson, mais non,
plus intéressant pour nous, c'est l'opinion d'un autre formaliste russe, Viktor Shklovsky. Il disait que la différence entre qu'il y avait la différence entre le discours prosaïque et le discours poétique dans le cadre du même énoncé linguistique. C'était fait pour mettre en relief la pure expressivité, c'est-à-dire la force de la traduction, qui travaille dans n'importe quel texte. Selon Shklovsky, le discours poétique a créé le détachement qui permet de prendre une position réflexive par rapport au langage, par rapport à ces automatismes, prendre la position de libertin. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de la corrélation. La corrélation, c'est vrai, mais des vrais liens qui existaient entre la pensée lévinassienne et l'œuvre de Pasternak, tandis que les formalistes russes, Pasternak connaît bien tout ce cercle. Et, ah oui, parfois, je peux dire qu'il participait aux ouvrages de ces savants. En tout cas, le discours poétique expresse la force affective, de l'énoncé, c'est-à-dire la dimension extra-linguistique du langage lui-même. Le discours poétique, c'est un moyen de sortir de la langue, mais pour mieux y rester. Merci. Oui, si je comprends bien, je dois répondre, mais à vrai dire, oui, ça c'était tout ce que vous avez dit. Moi, je pense que c'est vrai. Bon, si nous pensons sur qu'est-ce que c'est cette nouvelle de Pasternak et quels sont les moyens poétiques qu'il utilise dans son travail. Et moi, je pense que bon, Shklovsky, il dit qu'il y a toujours des parties automatiques et donc qui appartiennent évidemment aux dites, et aussi les parties poétiques. Mais ça, ce qui m'intéresse, c'est non ce qui Jacobson s'appelle l'émancipation du signe de son objet, c'est plutôt le fait. Bon, cet langage poétique et langage non automatique, est-ce que c'est les dires lévinassiens ou bien c'est quelque chose d'autre? Moi, je pense que Pasternak, quand même, bon, bien sûr qu'il sait ce qu'il fait, il exprime l'inexprimable, mais son message est un message poétique. Et moi, je pense que quand même chez Lévinas, bien que lui, il rassemble beaucoup la poésie russe, et oui, bon, même quand il était jeune, il a écrit un petit poème en russe, que Yelena Arsenyeva nous avait rapporté un poème, mais moi, je pense que quand même son message, c'est quelque chose qui se développe dans une dimension tout à fait différente. Moi, je pense que pour les lecteurs russes, c'est très important de ne pas mélanger, de ne pas contaminer sa compréhension de qu'est-ce qui se passe dans les textes de Lévinas par des idées qui sont empruntées de la demande tout à fait différente. Donc la demande des politiques, de la demande des compréhensions de l'œuvre poétique. Moi, je pense que ça, c'est le problème. Mais je ne sais pas si c'est possible. Bon, Heidegger, il a croyé qu'encore, au contraire, la poésie et la philosophie doivent être très ensemble. Moi, je pense que pour Lévinas, ce n'est pas vrai. Et non parce que c'est pas vrai, parce que des poètes sont des encantateurs, il y a l'idolâtrie de la place, mais simplement ce que Lévinas veut dire n'est pas transmissible directement dans le langage poétique. C'est différent, c'est peut-être ce qu'Henri veut dire,
C'est le primat de sentiment, le primat de l'impression directe. Peut-être ça, c'est plus proche à Pasternak. Mais moi, je pense que Lévinas, il reste à l'autre côté de la rue. On a peut-être une... Juste une remarque là-dessus, sur ce que vient de dire Anna, qui me paraît très important, parce que c'est universalisable. Il y a une tendance à lire Lévinas et à entendre autre chose, à précipiter immédiatement sur les mots de Lévinas des choses qu'on connaît déjà. Et ça se fait dans toutes les cultures. Et je pense que ta protestation selon laquelle Lévinas c'est de la philosophie est très importante. Lévinas doit être compris philosophiquement. Ça a l'air trivial, mais je pense que c'est une réorientation importante et forte des études lévinassiennes de dire ça. Oui, c'est trop facile de le lire comme une espèce de commentaire de Dostoïevski. Bon, je remercie Anna et on est forcé de passer à notre prochain exposant.